Bonjour Lionel, ici Piero San Bonsoir Giorgio. Pierrot. Bonjour à tous. Alors Lionel nous est avec nous ce soir. Nous sommes le 21 mars 2021. Beau chiffre, 21-03-21. Et Lionel, tu avais vu ma récente vidéo où je parlais entre plein d'autres sujets d'Israël et de différents sujets. Et puisque tu me suis depuis, je crois, longtemps, par mes livres et par mon YouTube, tu voulais apporter quelques commentaires, quelques éventuellement corrections à des erreurs que j'aurais pu dire. Et c'est toujours très agréable d'avoir ce genre d'échange. Donc, merci d'être avec nous ce soir, depuis pas loin de Jérusalem, si je comprends bien. Bonsoir depuis Jérusalem. Depuis Jérusalem, donc capitale d'Israël. On va remercier l'ex-président américain pour cela. Alors, juste rapidement, donc, je m'appelle Lionel, je t'ai découvert, Pierrot, je crois que c'était en 2011, rapidement. Tu m'as envoyé un email, tu travaillais encore, je pense, pour un grand groupe dans la partie CRM, relations clients. J'ai découvert ce livre, et alors, je vous le recommande. Il ne fait pas d'auto-promo, mais moi, j'en fais pour lui, parce que c'est un super bouquin, Survivre à l'effondrement économique. Et c'est vraiment une merveille, parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, ce bouquin-là, il vous explique le comment. Ce n'est pas dans la théorie, c'est vraiment comment faire, comment avancer, étapes clés pour vous en sortir, j'ai envie de dire. Voilà, par rapport à ce qui se prépare. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc, alors oui, pour la petite histoire aussi, ce bouquin-là, qui est un peu dur, il est un petit peu difficile. Donc, moi, je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté en 2011. Je ne sais plus si on me l'a offert ou si je l'ai acheté. Donc, c'était suite à un email que tu m'as envoyé. Je l'ai acheté en 2011. J'ai dû le laisser tomber à peu près 7 ou 8 fois. Parce qu'il y a des passages tellement difficiles à accepter que tu te dis, en fait, on a tous envie de bonnes nouvelles et on n'a pas envie d'affronter des situations difficiles. Mais c'est la réalité de ce monde-là. Ce monde-là, ce n'est pas un monde de Mickey, c'est un monde assez complexe et parfois ardu. Il faut savoir affronter la réalité. Donc, je l'ai laissé tomber 7 ou 8 fois. Début de la crise Covid, en janvier, je crois, l'an dernier, 2019. Je demande à ma femme, est-ce que ce bouquin-là, on l'a jeté ou ma femme me l'a ressorti en 20 secondes. Je l'ai dévoré 2 fois d'affilée en prenant des notes. Donc, génial, achetez-le. Voilà, c'est pour votre bien. Par rapport à la dernière vidéo sur Israël, donc, mis à part la pin-up qui était en couverture. J'ai expliqué la raison. J'ai expliqué la raison en note juste avant. Ouais. Voilà. J'espère que tu mettras une autre photo. Non, mais c'était pour. Il y a une blague interne entre moi et mes internautes où je dis toujours qu'en Israël, les bombes atomiques, on les trouve surtout sur la plage de Tel Aviv. Et donc, c'était un clin d'œil. Voilà. Donc, OK pour le clin d'œil. Moi, je voulais revenir sur un point. Il y a un point qui m'a beaucoup intéressé. En fait, c'était ta conclusion. De cette vidéo où tu as concrètement expliqué, donc par rapport à ce bouquin-là, où tu parles des BAD, bases autonomes durables, tu as expliqué en fait que tout Israël était une BAD, une base autonome durable. Et tu as expliqué, donc je sais que dans ton audience, il y a des gens de diverses opinions, religions, catégories sociologiques ou différentes générations aussi, différentes cultures. Mais un point intéressant, c'est la résilience d'Israël. Alors, la résilience, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. Définition très simple que j'ai trouvée aussi. C'est une société où les personnes sont autonomes. Israël est un pays autonome. Israël définit 2 choses. D'abord, l'État d'Israël, mais avant tout, donc historiquement, j'ai envie de dire, si on regarde la Bible, ce qu'on appelle la Torah, c'est avant tout un peuple d'Israël, qui est une nation. Diaspora, destruction du deuxième temple, diaspora dans le monde entier, éclatement dans le monde entier, et reconstruction, retour vers sa terre originelle, puisqu'on parle de ça. Je ne veux pas faire de politique ou quoi que ce soit, pas du tout, alors vraiment pas du tout mon truc, mais retour vers sa terre, sa patrie originelle et création d'un État.
avec les avantages et les inconvénients, évidemment, en 1948. Donc, société résiliente. Donc, quand je dis société résiliente, ça veut dire que c'est lié au pays, mais lié au peuple juif. Donc, c'est des personnes autonomes, une très forte conscience de ce qu'elles sont, adaptables, plutôt optimistes, extrêmement pragmatiques et socialement connectées. Quand il arrive quelque chose à un juif quelque part dans le monde, on se sent connecté, on se sent concerné. Pragmatique, parce qu'en fait, une société résiliente, c'est une société qui sait s'adapter et survivre, pour résumer, s'adapter et survivre en milieu hostile. Si vous allez sur Google Maps, vous êtes tous là normalement devant votre écran, si vous allez sur Google Maps, vous regardez Israël, vous allez voir que c'est un tout petit pays. Je crois que les dimensions, je les ai renotées tout à l'heure, c'est 470 km de long sur 135 de large. On parle d'un tout petit pays, quoi. Juste à titre d'exemple, il existe un marathon, un ultra-marathon, exactement, ici en Israël, où les gens en 2 jours font un aller-retour du pays en courant, quoi. Courant, vélo, ainsi de suite, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment un tout petit pays. Donc, on a une mentalité un petit peu comme l'Angleterre et un petit peu comme le Japon, on a une mentalité insulaire. C'est-à-dire, on est presque comme une île, un îlot. Alors, il n'y a pas de mer, à part la Méditerranée, mais vous voyez, on est entouré le Liban, Gaza, l'Égypte d'un côté, enfin ainsi de suite, la Syrie. Donc, des voisins immédiats, alors, depuis les accords d'Abraham qui sont Abraham, notre père à tous, Ibrahim en arabe, mais notre père à tous. Depuis les accords d'Abraham, ça s'est arrangé, mais c'est un petit peu plus loin. Mais dans l'environnement immédiat, alors, je dirais, on n'a pas forcément que des amis. Donc, on a cette capacité en Israël de survivre dans un environnement hostile, de s'adapter et de faire jouer effectivement la diplomatie, puisque on est encore disséminé dans le monde entier. Donc, de faire jouer la diplomatie où qu'elle soit. Donc, et en général, pour des situations win-win, gagnante-gagnante. Voilà. C'est pour ça qu'au par exemple, on est très présent en Afrique, on est très présent en Asie, on est très présent en Chine aussi, très présent bien sûr aux États-Unis, mais pas que. Et alors, une des facultés d'Israël, c'est de savoir avoir des alliés, mais de ne pas compter sur ses alliés. C'est une capacité, encore une fois, on prend soin de nous. Voilà, on prend soin de nous-mêmes. Voilà. Société résiliente parce qu'une partie de la population, c'est mon cas. Moi, je grandis en France, mais ma parent mon papa, c'était un enfant caché pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il a porté les toits jaunes, enfant caché quand même. Et maman était au camp de Drancy. Camp de Drancy, pour ceux qui savent, aujourd'hui, je crois que c'est proche de Paris. Aujourd'hui, Drancy, c'était 67 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ont été déportés principalement vers Auschwitz. La particularité de Drancy, c'est que c'était maintenu par l'administration française. Et celui qui gérait le camp, c'est un commissaire de police. Toujours faire confiance à l'État. Pardon ? J'ai toujours faire confiance à l'État, n'est-ce pas ? Toujours faire confiance à l'État. Cela étant, moi j'ai grandi en France, école de la République, et j'ai grandi sans haine. Mes parents ne m'ont absolument pas transmis ça. Ils m'ont transmis d'autres choses, d'autres valeurs, des valeurs en fait. Ils ne m'ont pas transmis la haine de la France ou la haine de l'État français ou je ne sais quoi. On a quitté le pays, la France, pour un autre idéal religieux, passionniste. Mais le retour à Sion, mais pas dans l'idéologie politique en tout cas. Mais en tout cas, j'adore la France et voilà, c'est un très magnifique pays, quoi. Voilà. Et autre chose, donc, beaucoup de survivants de la Shoah, ce qu'on appelle la Shoah. Autre partie intéressante, quand je parle toujours de résilience, c'est que ici, les jeunes, c'est-à-dire à partir de 18 ans, enfin, soit ils sont à la yeshiva, donc c'est-à-dire les écoles, ou au séminaire pour les jeunes filles, mais c'est les écoles talmudiques, et à 18 ans, et sinon, les autres, en fait, donc le pays divisé comme ça, ils vont à l'armée. Quand je dis à l'armée, c'est pas une armée, c'est pas pour passer du temps,
Les garçons font 3 ans de service militaire, les jeunes filles font 2 ans de service militaire. Juste pour la petite anecdote, j'ai été enseignant à Tel Aviv il y a quelques années, il y a quelques années. Voilà, j'enseignais à des BA ou des MBA. Donc, j'avais une moyenne d'âge d'élèves qui avaient entre 22 et 27 ans à peu près. Un jour, je suis rentré en classe, donc j'avais des étudiantes. Un jour, je rentre en classe, elles étaient en train de regarder des photos sur leur téléphone. Je dis, on peut commencer le cours? Oui, oui, on termine. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles regardaient leurs photos quand elles étaient militaires. Donc, j'ai demandé des photos et là, voilà, une jeune fille ici, elle sait manier le M4, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est bien. C'est une bonne chose. Voilà, donc c'est une bonne chose. Voilà, toute la population ici, que ce soit le chauffeur de taxi, le vendeur de falafel ou l'ingénieur, elle est passée soit par une école religieuse, soit où on lui enseigne des valeurs, soit par l'armée où on enseigne aussi des valeurs. Le respect, le fait d'avoir des journées difficiles, le fait d'avancer, le fait de la cohésion de groupe, très important, notamment pour les Français qui sont des gens extrêmement individualistes, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on vous a construit, j'ai envie de dire. C'est comme ça aussi qu'on m'a construit. Mais là, cette notion cette cohésion de groupe, on fait partie d'un tout et qu'on doit se tenir les coudes, est très importante, notamment en période de crise. Je suis d'accord. D'ailleurs, une partie de cela, je voulais le dire pendant le live. Je ne suis pas sûr que j'ai pu, parce qu'on part vite en tangente avec les questions et autres. Mais clairement, ce que tu décris là, c'est aussi mon expérience en ayant visité Israël de nombreuses fois pour le travail et pour les vacances. D'ailleurs, RF Tov, puisqu'on est le soir. Voilà. Alors, bonne soirée à tout le monde. Non, écoute, voilà. Et donc, toi-même, tu me disais que donc, Israël a des atouts parce qu'il y a cette cohésion nationale. Alors, 80, alors c'est une chose importante. Quand on n'a jamais quand on n'a jamais visité Israël, on ne peut pas le comprendre. Il y a 2 choses importantes. C'est la petitesse du territoire. C'est tout petit, il faut le savoir. Quand je dis c'est tout petit, là-dessus, vous avez des lacs et vous avez surtout 60% de désert. C'est vrai. D'accord, 60% de désert. Un point important par rapport à survivre à l'effondrement économique, encore une fois. Israël, aujourd'hui, est le pays et on l'enseigne aux autres, on vend notre technologie, notre savoir-faire aux autres, mais c'est le seul pays au monde où le désert, dans le monde entier du moins, le désert prend de la place, il prend du terrain. Le seul pays au monde où ce n'est pas le cas, où le désert fleurit, c'est Israël. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à la population, donc tout petit pays, très étroit, on va dire, pas forcément super bien entouré. Au niveau de la population, c'est 80 nationalités différentes. C'est ça. Au quotidien, 80 nationalités différentes. Au quotidien, c'est très simple. Quand je prends le tramway, excusez-moi. Voilà, vous avez appris un mot en hébreu ce soir, rakevet, c'est le tramway. Quand je prends le tramway à Jérusalem, 5 langues, j'entends 5 langues. C'est normal. Dès qu'on pousse un petit peu, on va entendre d'autres langues. Je me suis retrouvé avec des Mexicains, avec des Moldaves, des Yéménites, des Américains, des Français, tout à fait normal ici. Voilà. Donc multiculturel, multiethnique. Mais alors une partie comme tu l'as dit, une partie de la population russophone n'est pas juive, mais elle a un antécédent juif, en tout cas. J'en connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis russophones qui souhaitent se convertir aujourd'hui. Bon, peu importe, ça fait partie j'ai envie de dire du jeu. Je n'émets pas de jugement en tout cas. Donc multiculturel. Et d'ailleurs, les spécialistes de ce qu'on appelle la cross-culture se sont heurtés ils ont réussi à établir des règles dans le monde entier, des règles de management dans le monde entier pour gérer justement des équipes multiculturelles. Le seul pays où ils ont eu un constat d'échec, c'est Israël. Ça leur échappe. Parce qu'il y a un point important, c'est que, donc j'ai dit un mot tout à l'heure, c'est Israël est un pays où il y a une forte résilience, une volonté de survie, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence. Et la deuxième chose, c'est que c'est un paradoxe. Ça échappe à tout contrôle logique. C'est un pays qui est en même temps extrêmement, on parle de Jérusalem où j'habite, ville sainte, un pays religieux, où il y a des rites, des rituels, et un pays en même temps où c'est du high-tech. Et le high-tech, c'est pas,
faut comprendre que c'est un pays extrêmement porté sur le high-tech. On l'appelle Startup Nation. Ça a différents sens, Startup Nation. C'est que Startup Nation, c'est le pays du high-tech, mais c'est aussi un pays où on sait prendre des risques, on sait avancer et se casser la gueule et rebondir. Et il y a le contraste, je parlais de la plage de Tel Aviv, avec des mœurs qui ne sont pas les mêmes que, évidemment, ceux de ta communauté ou de ta sous-communauté, si on parle d'Israël. Voilà, c'est un pays qui font. Et puis il y a une grande partie, il y a une partie de la population qui est arabe, dans laquelle il y a aussi une partie 20%. de musulmans. Donc il y a des arabes chrétiens, ouais. il y a des arabes musulmans, et donc c'est très vaste. Il y a des ressources naturelles, mais pas beaucoup. C'est surtout l'inventivité et la créativité de la population qui fait la richesse du pays. Il n'y a pas de gisement d'or, il n'y a pas de pétrole, il y a un peu d'eau, mais elle n'est pas facile à obtenir. Et il y a des conflits permanents qui rendent la situation à la fois difficile, mais aussi qui gardent les gens on the foot. Je ne sais pas comment on dit en français, qui les gardent alertes et qui ne laissent pas endormir la population. Et puis, peut-être, c'est ce que je voulais aussi dire pendant mon live, il y a aussi un gouvernement qui est basé sur, à mon avis, une vraie démocratie avec des vrais contre-pouvoirs institutionnels qui font que, comme je disais, les politiciens, ils finissent aussi en prison, beaucoup en Israël. Il y a beaucoup de scandales et la justice fait son travail dans notre pays. Voilà, en ce moment, c'est d'actualité, quoi. Alors, juste pour deux choses, les ressources naturelles. Alors, on a trouvé des gisements de pétrole au large de la mer dernièrement, mais bon, c'est avec la Grèce et Chypre aussi. Enfin, c'est des gisements qu'on partage, mais ressources naturelles, pas tellement. L'eau, par contre, donc, ça nous faisait cruellement défaut parce que s'il n'y a pas d'eau, ça fait partie de ton bouquin. Voilà, encore une fois, likez, machin, tout ce que vous voulez, partagez, mais achetez ce bouquin. Et l'autre aussi, d'ailleurs, voilà, qui est rue Barbare. Surtout là, si vous êtes parisien, si vous habitez à Paris, il faut le lire, celui-là. Si vous habitez une grande ville, et ça ferait peut-être l'objet d'un autre live, mais je pense que il faut. Ce Covid-19, c'est menace ou opportunité. Menace ou opportunité. Et je pense que moi, je l'ai pris évidemment comme une opportunité, quoi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas rester frustré derrière l'écran et angoissé derrière l'écran parce que finalement, c'est fait pour ça. Il y a une vraie vie, il faut avancer. Donc, concernant les ressources naturelles, concernant l'eau, point central, maintenant, depuis quelques années, on est complètement indépendant en eau. Jusqu'à présent, on en achetait, enfin, il y a encore quelques années, on en achetait en Turquie, à la Turquie, pardon. Depuis quelques années, on est complètement indépendant en eau. Donc, ce n'est plus un problème. Et la technologie qui nous a permis donc, de dessaler l'eau de mer, on la revend. On la revend notamment à la Chine en ce moment, quoi. Voilà. Voilà. On a beaucoup de cerveau. Ça, c'est une ressource naturelle. On a énormément de cerveau. On a beaucoup de gens qui réfléchissent. Et concernant la politique, je ne suis pas trop un fervent de politique, mais concernant la politique et concernant notamment la crise du Covid, c'est un point que je voulais aborder. Il y a eu un moment où ça a été, je veux dire, la démocratie, elle a un petit peu, à mon avis, c'est un langage que moi, bien entendu, la démocratie a un petit peu vacillé, notamment parce qu'on a utilisé alors, ça s'appelle une raison d'État en français, je pense que c'est comme ça le terme qu'on utilise. Mais je dirais qu'on a utilisé des technologies qui sont habituellement utilisées pour je cherche le mot en français, pour les mesures antiterroristes. C'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais bon, vous avez compris. On a utilisé ces technologies sur l'ensemble de la population. Et ça a été fait en quasiment une après-midi. C'est-à-dire, ça a été extrêmement vite. La décision a été prise. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les gens qui ont un téléphone de ce type-là, un smartphone en fait, avaient un tracker et donc qui permettait de les suivre, de les identifier parce que le téléphone, on sait à qui il appartient, il y a un numéro de téléphone, donc c'est pas difficile. Donc c'est-à-dire que les sociétés de télécommunications ont communiqué ces datas. On ne sait pas vraiment à qui ni où c'est parti. Le vrai problème, c'est ça. Si c'est pour protéger la population, c'est bien. Si c'est tout le problème de la technologie, en fait, c'est comment elle est utilisée. Et donc, j'espère qu'on ne sera pas censuré pour ce genre de choses.
mais peut-être. Mais en On tout sait cas, pas. voilà, ça a posé un petit problème. Et en tout cas, on a eu des contre-pouvoirs. On a eu des contre-pouvoirs, très récemment d'ailleurs, qui ont permis donc de relativiser ça. Voilà. Et Et on espère que c'est cette raison d'État que personnellement je ne reconnais pas comme légitime, y compris dans mon pays, la Suisse, car il y a des droits fondamentaux et même la raison d'État n'est pas au-dessus. Pour moi, le contrat social se brise dans ces cas-là. Donc, je réfléchis à ne pas payer mes impôts, mais comme je ne paye pratiquement pas d'impôts, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais bref, ça, c'est mon cas particulier. En revanche, j'espère que la situation avec ce qui est en train de se passer en ce moment même, il y a des élections dans un mois, dans 3 semaines, je crois. Après les fêtes de Pessah, il y a des élections ou c'est avant? non, 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 là, c'est maintenant. Ah, c'est ce week-end. Ah, Non, c'est dans quelques jours. Il n'y a pas dans de quelques week-end jours. en Israël, mais c'est dans Ah, quelques jours. le week-end, il vient de passer. Nous sommes dimanche, donc c'est comme lundi dans le monde Ouais. chrétien, on va dire. On verra bien les résultats de ce politique de ces mises de ces contraintes. Et en tout cas, pour moi, ce qui est intéressant, et ce serait effectivement intéressant d'avoir d'autres conversations sur d'autres sujets, c'est que pour moi, peut-être c'est un sujet de différence, pour moi, Israël, je considère Israël comme un pays normal, dans le sens où je n'aime pas trop la critique déraisonnée. La critique est toujours bienvenue, à condition qu'elle est factuelle et raisonnable, tant sur un pays que sur une religion. Mais je n'aime pas trop quand c'est une critique déraisonnée et basée sur des trucs farfelus. Et à l'inverse aussi, quand c'est de l'idolâtrie, ce que souvent des politiciens font. C'est une discussion que j'ai eue avec Éric Zemmour, que tu connais sûrement, sur ce sujet qui est super intéressante, et il est d'accord. Je pense que c'est intéressant de considérer Israël comme un pays normal, un pays avec qui on a des relations diplomatiques, avec qui on a un rapport moral, sans culpabilité, sans idolâtrie, mais sans critique excessive liée sur des soubassements pas nets, quoi. Enfin, voilà, c'était mon... Tout à fait d'accord avec ça. Il nous reste quelques minutes. Il y a juste un point que je voulais aborder, c'est la partie Covid, si on peut en parler. Donc, je vais prendre mes notes parce que c'était assez intéressant. Enfin, il m'a semblé en tout cas. Pourquoi Israël? Donc, la partie Covid, on est arrivé au bout des 26 minutes. On est à 24 minutes. Il nous reste 2 minutes précises. Allez, voilà. La partie 2 minutes, donc la partie Covid. Juste pour savoir pourquoi Israël a été, je dirais, leader sur la gestion de la crise Covid, dans la sortie de la crise. Donc, j'étais tout à l'heure au centre de Jérusalem. Les rues sont pleines. Bon, il y a encore plein de commerces qui sont fermés, mais les rues sont pleines. C'est bondé. On a quelques jours des fêtes. Il faisait très beau. Il faisait 27 degrés aujourd'hui. Vraiment bondé. Tout le monde avait le masque. Il n'y a plus d'amende si on ne porte pas le masque. Mais voilà, le masque, il est vraiment relâché. Le principe, c'est que, et ça c'est intéressant, c'est qu'on a 4 caisses d'assurance maladie, je pense que je cherche les mots aussi, qui gèrent le pays. Ces données, les données de ces 4 caisses, donc chaque Israélien a droit à une caisse d'assurance maladie et cotise à une caisse d'assurance maladie. Les données, les data, on va parler de data et de big data puisque tu viens du high-tech et moi aussi, les data sont centralisées. Les datas sont centralisées, elles n'appartiennent pas aux caisses différentes. Maintenant, ce qui est intéressant, ça fait partie du contrat qui a été établi. Ce que je dis, c'est prouvé. Hein, le principe d'Israël, c'est pourquoi ça a été le premier à récupérer ce vaccin-là, en l'occurrence, puisqu'il n'y en a qu'un ici. Il y a eu un accord, et cet accord donc, est public maintenant, enfin semi-public, c'est le cas d'Israël. Une logistique sans faille. Normal, il y a l'armée. Logistique sans faille. Petit pays, population ethnique extrêmement diverse. Et donc, ça a permis de faire des tests, un test, il n'y a pas d'autre mot, en temps réel sur une population. Voilà. Et de remonter toutes ces datas, puisqu'on parle de big data, donc de traitement de données informatisées à grande échelle, de remonter toutes ces datas, voilà, 26 minutes, eux aussi, hein, entre guillemets, eux aussi, ça a été racheté 13 milliards par nos amis de chez Google.
C'est ça. C'est pas le bracelet, hein, mais les datas qu'il y a derrière. Ils m'ont envoyé en plein Covid, ils m'ont envoyé un truc en me disant, bah voilà, à partir de maintenant, on partage tes données. Et puis, va chercher dans les conditions générales le truc, la case à cocher si tu veux pas, si t'es pas d'accord. Voilà. Je veux dire, voilà. Donc, voilà. Donc, enfin, je pense que si ça intéresse les gens, ça fera peut-être partie d'un deuxième live, mais cette partie sur le partage des remontées, donc pour analyse, même si c'est soi-disant confidentiel, en fait, on peut très facilement, les data, c'est comme ça, quand on sait comment ça fonctionne, on peut très facilement les croiser et obtenir les informations qu'on veut. Et sans forcément le consentement des gens. Voilà. En tout cas, on a fait 26 minutes comme prévu et on en fera d'autres plus tard. Merci beaucoup et à très bientôt tout le monde. Merci. Juste un petit mot de la fin. Les amis, shalom à tous. Donc, si vous aimez ce que fait Pierrot, c'est moi qui fais sa promo. Vous likez, c'est le pouce bleu. Vous cliquez sur la petite cloche, vous partagez parce qu'il en vaut la peine, quoi. Et puis achetez ses bouquins parce que c'est juste merveilleux, quoi. Voilà. Toda.